Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire amoureux ? Eh bien, on interroge nos visions du couple. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de Flo, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Eh bien, nous y voici. Après les courgettes et l'honneur des paysannes, j'aimerais vous embarquer dans ce troisième voyage en hétéronormalité. Autrement dit, plonger aujourd'hui dans ce grand bazar qu'est l'hétérosexualité, telle qu'on nous l'a construite et telle qu'on l'a avalée à un certain moment, et voir comment peut-être on pourrait déconstruire ce discours, déconstruire ces regards, déconstruire ces croyances. D'abord, j'ai envie d'être claire sur un point. Déconstruire l'hétérosexualité, ce n'est pas dire interdire les couples hétérosexuels. C'est plutôt se donner la possibilité d'interroger pourquoi, historiquement, c'est devenu la norme. C'est devenu presque une norme obligatoire. On doit passer par le fait d'être en couple, le fait d'être une femme célibataire, même s'il y a quelque chose qui bouge bien sûr dans les mœurs, c'est toujours pas vraiment acquis et on continue de reproduire des schémas incroyablement éculés, de nouveau, je sais que j'ai déjà utilisé ce terme, comme si la seule possibilité d'être heureux ou heureuse dans cette société, c'était d'être en couple. Et c'est Mona Chollet, par exemple, qui le rappelle dans son essai qui s'appelle « Réinventer l'amour », qu'elle a écrit il y a quelques années et qui se consacre précisément à l'amour hétérosexuel. Elle montre en fait très bien comment dans notre culture, l'homme doit être actif et conquérant et la femme, elle doit être passive et choisie. Et ça se montre dans plein de choses. Évidemment que ça se montre dans les épisodes précédents que je vous ai partagés et puis qui montrent très très bien comment cette construction sociale, elle se fait à tous les niveaux et qu'il y a plein de milieux dans lesquels on ne la remet absolument pas en question encore aujourd'hui. Pourtant, ce schéma, c'est pas une loi naturelle. C'est une véritable construction sociale et c'est important de le garder en tête parce qu'à quoi elle sert cette construction sociale ? Elle sert à maintenir un ordre patriarcal. C'est l'homme qui est actif, c'est la femme qui est passive, c'est l'homme qui est à l'extérieur, c'est la femme qui est à l'intérieur, c'est l'homme qui est conquérant, c'est la femme qui est douce et accueillante. Et on reste tout le temps dans cette dualité-là et on voit très bien comment ça reproduit un certain nombre de schémas, un certain nombre de clichés et surtout un certain nombre d'inégalités à tous les niveaux de notre société à partir du moment où on adhère à cette vision-là de ce que devrait être l'hétérosexualité. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une tendance lourde du côté des mouvements féministes contemporains qui posent clairement la question de l'hétérosexualité comme un système complètement oppressif dont il s'agirait de sortir. Et il y a plein de penseuses qui même incitent ou invitent les femmes à sortir des couples hétérosexuels parce que de toute façon, quoi qu'il soit, quelle que soit l'ouverture des uns et des autres, on se retrouvera dans un système oppressif parce qu'il a été construit sur ce modèle-là. Vous pouvez lire par exemple La chair est triste, hélas, de Ovidie, qui se joue en ce moment à Paris et qui montre comment Ovidie, donc elle a choisi d'arrêter le sexe et elle déconstruit le principe même d'oppression sur les femmes en termes d'attente hétérosexuelle, par exemple le maquillage, l'épilation et ce genre de choses. Et elle dit qu'elle passe un temps fou à faire autre chose aujourd'hui qu'à s'occuper de ces questions-là dont elle pense, elle, dans sa vie, que ça prenait trop de place. Moi, je suis pas du tout d'accord avec sa vision. Dans ma vie à moi, ça n'a pris aucune place, l'épilation et le maquillage. C'est des injonctions dont je me suis libérée très très vite. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça fait pas partie de mon existence et ça m'empêche pas de fréquenter des hommes. Je ne rejoins pas la pensée d'Ovidie, mais je suis contente qu'elle puisse exister parce que ça nous permet de réfléchir à la place qu'on a envie de prendre dans tous ces débats. J'entendais une féministe l'autre jour qui disait, évidemment, que toutes les féministes ne sont pas d'accord entre elles. Évidemment qu'il y a des mouvements différents. C'est très bien, puisque nous sommes en train de construire une société différente ou à interroger en tout cas les normes de la société actuelle. Et donc oui, on a le droit de pas être d'accord. Donc moi, je suis pas d'accord avec Ovidie, mais je vous invite quand même à aller voir de quoi elle parle si ce sujet-là vous intéresse.
On peut aussi parler de Virginie Despentes, par exemple, dans King Kong Theory, qui a déconstruit aussi toute une série de mythes sur ce que devrait être une femme et sur ce qu'elles sont en réalité, ou ce qu'elles devraient être si elles étaient totalement libres, et justement libérées de ce principe d'oppression hétérosexuelle. Et puis il y a plein d'autres autrices qui interrogent aussi cette dépendance des femmes face au désir masculin, et on y reviendra parce que j'ai décidé d'ajouter encore un épisode à ce triptyque qui se transforme, qui restera un triptyque parce qu'on va passer à autre chose, mais on y reviendra parce qu'on verra que c'est une question qui est largement pas résolue aujourd'hui. Mais là, j'ai envie plutôt de vous parler d'une autre autrice, elle est espagnole, elle s'appelle Coral Herrera Gómez, et pour moi, elle a été vraiment extrêmement éclairante puisqu'elle a écrit un essai qui s'appelle Révolution amoureuse. Et l'idée pour elle, c'est de tordre le cou à ces modèles patriarcaux sans pour autant forcément quitter le champ de l'hétérosexualité. À travers son essai, Coral Herrera Gómez, elle veut simplement couper le cou au mythe romantique. Et elle dit, en fait, c'est le mythe romantique le problème. C'est le fait de croire au prince charmant. Si jamais il n'existe pas. Que ça soit clair une fois pour toutes. De croire aux princesses, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas des princesses, nous ne pétons pas des roses, et les princes charmants n'existent pas, et ils n'ont pas de fiers destriers. Si on s'enlève cette obligation de jouer un rôle et d'adhérer à un certain nombre de clichés, peut-être qu'on s'ajoute beaucoup de légèreté dans nos relations amoureuses et dans nos relations tout court, pour être enfin nous-mêmes, bon Dieu, nous sommes en 2025. Donc Coral Herrera Gómez, elle a inventé un principe que j'ai trouvé tellement séduisant que je l'ai implanté moi aussi. Elle a créé en Espagne un laboratoire amoureux. Et son laboratoire amoureux, c'est un espace où on peut explorer d'autres façons d'aimer, d'autres façons de se questionner de nos amours et puis essayer ensemble de sortir de cette vision totalement hétéronormée de la relation amoureuse et puis de faire fi en fait de toutes ces obligations liées à l'amour romantique qui sont de toute façon inatteignables. Je crois que les tribunaux seraient moins pleins de personnes en train de divorcer si ça marchait ce truc-là. Donc peut-être qu'il s'agit aussi de l'interroger et c'est ce que propose Coral Herrera Gómez dans ses laboratoires amoureux. Moi, j'ai trouvé l'idée tellement séduisante que j'en ai créé en Suisse et j'en ai animé 2 jusqu'ici, mais il n'est pas du tout impossible que j'en anime un 3e. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire amoureux ? Eh bien, on interroge nos visions du couple. On interroge ce que devrait être, selon nous, une femme. Qu'est-ce qu'on porte ? Qu'est-ce qu'on fait porter à une femme ? Qu'est-ce qu'elle doit cocher comme case pour être considérée comme femme ? Qu'est-ce qu'un homme doit cocher comme case pour être considéré comme un homme ? Qu'est-ce qu'on attend de ce genre de choses ? Et quelles sont les croyances qu'on attache aux hommes, aux femmes, aux couples, aux personnes célibataires, à tout ce champ-là du grand marché amoureux, on pourrait le dire comme ça. Et donc, on déconstruit plein de croyances. On déconstruit plein de ces récits qu'on a entendus dans nos milieux familiaux, qu'on a entendus à l'école, qu'on a entendus dans nos activités professionnelles, qu'on entend au sport, qu'on entend un peu partout, puisque c'est des sortes de vérités comme ça qui sont assénées sans être interrogées et qui font qu'on intègre qu'on doit faire un certain nombre de choses pour être considéré comme hétéronormé, normé pour le coup, et reconnu comme hétérosexuel. Parce que nous entrons dans le contrat social inconscient qui nous est posé en termes de relations de couple et de relations amoureuses. Et donc, dans ces laboratoires, il y a une chose qui, pour moi, est absolument capitale, c'est que la parole soit libre. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ne pensent pas pareil. Il peut y avoir des gens qui ont des croyances différentes. Il peut y avoir des personnes qui vont pouvoir affirmer que ça, elles y croient et qu'elles ont envie de continuer d'y croire. Alors qu'il y a une autre personne qui aura une autre vision du monde et qui va, elle, ne pas croire du tout au genre de modèle qui pourrait être discuté. Et pour moi, c'est très important que ces débats puissent avoir lieu parce que, mis à part qu'on parle du champ amoureux, en fait, on parle aussi du système démocratique et qu'il y a quelque chose de très figé et de très tendu sur ces questions-là aujourd'hui. Et moi, je veux absolument pouvoir proposer des espaces dans lesquels il est possible d'encore en parler, de pouvoir simplement déposer ce qu'il en est et puis voir comment on se positionne en fait. Et personne ne nous demande d'être d'accord à la fin de la journée. Personne. Il se peut très bien que nous ne soyons jamais d'accord, mais que nous ayons pu exprimer chacune et chacun nos propres visions, et puis que ça ait peut-être un petit peu enrichi l'autre. En tout cas, ça lui ait permis de réaliser que nous étions un être humain à part entière, même si nous n'avons pas les mêmes opinions.
Et ce que j'ai vu dans ces laboratoires, c'est que oui, bien sûr, tout le monde transporte plein de représentations qui sont héritées de notre éducation, qui sont héritées de nos histoires personnelles, mais qui sont aussi héritées de nos lectures, de nos chansons, des chansons qui nous entourent, des films qu'on peut voir. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Netflix, c'est parce que ce genre de production est encore très très largement produite, largement proposée, alors que bien sûr que la société a bougé, bien sûr que le modèle patriarcal est censé avoir explosé dans les années 50, il est probablement encore en train de se déliter, il n'a pas fini de se déliter, visiblement il a encore quelques beaux jours devant lui, alors qu'en fait on n'a pas encore retrouvé de nouveaux modèles. Aucun modèle n'est actuellement en place et au contraire on est en train de continuer d'exploser les modèles, d'exploser les représentations pour donner l'immense liberté à chacun et à chacune de faire ce qui lui semble juste et de mener sa vie amoureuse comme elle le souhaite. La difficulté avec ça, c'est qu'il n'y a plus de cadre sur lequel se raccrocher ou de cadre dont on pourrait se distancer. Parce que ça, c'est important aussi. Et le seul cadre qui nous reste, c'est ce cadre patriarcal qui finalement fait très peu écho et n'a pas beaucoup de pertinence pour plein de gens aujourd'hui. Même si, nous l'avons vu, il y a des milieux dans lesquels c'est encore le cadre de base sur lequel on s'appuie. Et parfois qu'on s'enferme. Pour résumer tout ça, on peut dire qu'on est dans une période d'entre-deux. Et cette période d'entre-deux, c'est pas toujours confortable à vivre. Mais c'est aussi une opportunité énorme d'inventer autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on est censé vivre sous le même toit? Qu'est-ce qui fait qu'on est censé avoir un certain nombre d'enfants? Qui a décidé qu'il s'agissait d'avoir des activités qui seraient un peu semblables à chaque fois? Enfin, bref. Ouvrons les écoutilles, ouvrons les fenêtres, faisons entrer l'air frais et observons ce qui se passe jusqu'à ce qu'on trouve le modèle qui nous convient. Et si l'amour est dans le pré nous montre à quel point nous sommes encore prisonniers de ce mythe à certains moments, Mona Chollet, Coral Herrera Gomez, Ovidie ou Virginie Despentes, puisque c'est elle que j'ai citée, mais il y en a plein d'autres, toutes celles en fait qui pensent autrement nous rappellent qu'on peut choisir autre chose. C'est ça la révolution amoureuse et en tout cas c'est celle-là que j'appelle de mes vœux pour que chacun et chacune puisse trouver sa juste place.